Bien, alors, Didier, tout à l'heure, nous demandait de faire un lien entre ce qui s'est passé ce matin et ce qui se passe cet après-midi. Alors, je vais faire un lien très, très rapide. Il me semble que déjà, la question du partage des connaissances, de l'engagement et surtout, ce qui m'a frappé aussi ce matin, c'est la formation des professionnels de santé. C'est d'ailleurs le cœur même de mon intervention cet après-midi, puisque je vais vous parler de la formation des personnes qui travaillent autour de la santé sexuelle, que ce soit des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, que ce soit dans les CEGID ou que ce soit dans leur cabinet. Eh bien, parler de cette formation qui existe depuis maintenant une trentaine d'années et surtout de son évolution actuelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, les droits humains, comme changement de paradigme pour la santé sexuelle et la pratique de la sexologie. Alors évidemment, nous sommes tous concernés par la santé sexuelle, bien entendu, et peut-être que nous sommes aussi tous concernés un jour pour rencontrer un professionnel de la santé sexuelle et de la sexologie. Alors, le contexte, je vais aller assez rapidement parce que, bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, au départ, nos formations ont été créées autour de DU et de DIU de sexologie qui étaient très médicaux ou très psychologiques. Mais c'est vrai que très vite, il y a eu une démarche intégrative dans la formation des professionnels de santé s'occupant de sexualité et la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité a été quasiment dans l'ADN dès le départ de la formation de tous ces professionnels. Alors, comment c'est organisé? C'est organisé aujourd'hui sur 13 universités. Moi, personnellement, je dirige le diplôme et les diplômes interuniversitaires de l'université Paris-Cité. Mais il y a d'autres universités qui forment aussi ces professionnels. Alors, les apports essentiels que nous avons ajoutés au fur et à mesure, c'est évidemment cette définition de la santé sexuelle que je ne vais pas vous redire, que peut-être vous connaissez, mais c'est un peu long. L'apport des ODD, des objectifs du développement durable comme guide et comme horizon, notamment l'objectif 3, 4, 5, 10 et 17, et qui vont être travaillés par notre chaire, la chaire santé sexuelle et droits humains, à partir des valeurs, et en particulier dans les notions d'autonomie, de consentement, d'égalité, de respect, de satisfaction et de sécurité, qui sont les 7 valeurs sur lesquelles nous travaillons. Et puis, il y a un troisième point qui a fait évoluer tout cet enseignement, c'est l'éducation complète à la sexualité, ce qu'on appelle la CSE, et notamment le programme de l'UNESCO que nous proposons aussi à nos étudiants. Alors, nous avons aussi à la chaire quelques actions innovantes comme un MOOC qui est disponible actuellement donc sur notre plateforme dans un modèle hybride. Nous avons fait un premier MOOC il y a quelques années qui a eu énormément de succès. On a eu beaucoup d'inscrits et beaucoup de diplômés aussi puisqu'il y a une petite attestation qui est possible au bout du MOOC. Et actuellement, nous avons fait un mini MOOC sur la santé sexuelle qui est aussi accessible sur notre plateforme. Et puis, nous avons aussi des outils comme une BD, notamment cette petite BD qui s'appelle Mon sexe, mes droits, que j'ai coordonné, parce que je coordonne aussi beaucoup de livres et d'ouvrages. Et donc, voilà, cette petite BD a été aussi une de nos créations. Nous avons fait beaucoup de webinaires, de podcasts sur toutes ces questions de la santé sexuelle. Alors, nos objectifs, donc, c'est permettre aux professionnels de santé et de la santé sexuelle d'intégrer les droits humains et leurs valeurs en sexualité humaine dans leur démarche, soit d'information s'ils travaillent en tant qu'éducateurs ou accompagnants, etc., soit de diagnostic s'ils sont soignants et dans leur prise en charge et évidemment dans l'écoute aussi de leurs contre-attitudes, et ça j'y reviendrai. Et le deuxième objectif, c'est franchir un pas de plus en intégrant justement les droits humains pour que nos accompagnements soient source d'émancipation face aux ignorances, aux blocages et aux souffrances. Et nous sommes évidemment, moi qui suis sexologue et qui reçois des patients toute la journée, parce que j'ai aussi ma casquette principale, c'est une casquette de clinicienne. Et donc, je vois bien que cette écoute qui s'est modifiée au fur et à mesure de ma pratique, et la façon dont j'ai intégré la question des droits humains me permet aujourd'hui de prendre en charge mes patients différemment. Évidemment, la question de l'évaluation du diagnostic, etc., est toujours très importante, mais cette grille des droits humains a complètement changé ma pratique. Ça, c'est vraiment une réflexion personnelle.
Alors, bon, je vous ai parlé du MOOC, donc ça, vous pourrez éventuellement le retrouver dans ce MOOC, il y a une multitude de formats comme dans tous les MOOC, des infographies, des vidéos, etc. Et ce MOOC est tout à fait intéressant et disponible pour tout le monde et toute la population, c'est-à-dire pas seulement les professionnels, mais aussi les usagers qui souhaitent s'informer. Alors, les actions sur les déterminants de la santé sexuelle, j'ai repris la grille exactement comme Valérie me l'a donnée. Ça m'a permis d'ailleurs de structurer ma pensée. C'était très intéressant. Donc, sur le plan profil, merci Valérie au passage, parce que c'est vrai qu'on apprend tous les jours et en faisant ce PowerPoint, je me suis dit, bah, ça me permet vraiment d'organiser finalement toutes ces connaissances, tout ce savoir d'une autre façon. Donc, voilà. Donc, la prophylaxie, eh ben, c'est promouvoir évidemment les valeurs de la santé sexuelle dans la prévention des violences, par exemple, de l'inceste, mais aussi du sexisme ordinaire. Alors, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que le sexisme ordinaire nous empoisonne, il faut le savoir, et il empoisonne aussi la sexualité courante, je dirais, de monsieur et madame tout le monde. Et c'est très intéressant de prendre en compte cette dimension du sexisme. D'ailleurs, on va faire une conférence enfin 3 conférences sur le sexisme dans l'année. On articule au niveau des écosystèmes de vie, eh ben, j'ai essayé de trouver ce que je pouvais en dire. Donc, articuler éducation, soins et droits humains pour lutter contre les stigmatisations. Et puis, en littératie, alors évidemment, c'est combattre l'ignorance et permettre aux individus de prendre des décisions éclairées pour évaluer et améliorer leur qualité de vie sexuelle. Mais j'ajouterais aussi l'importance de la narration. C'est vrai que moi, en tant que psychologue, j'apporte beaucoup d'importance à ce qui est dit de l'histoire du patient. C'est par essence, évidemment, de mon travail depuis des années. Mais cette dimension de la narration comme mouvement vraiment thérapeutique pour le patient, c'est extrêmement important. Donc, c'est là où j'ai finalement trouvé des pistes nouvelles en les citant, en les, euh, en leur donnant une autre forme. Voilà. Donc, on va favoriser l'accès à la bonne information dans nos DU et nos DIU, avec un apport de connaissances sur les risques, par exemple sur les relations non protégées ou mal protégées, sur l'accès aux soins de santé sexuelle et sur la possibilité de vivre dans un environnement qui affirme et promeut la santé sexuelle. Alors, l'intersectorialité, ça y est, je suis arrivée. Alors, c'est depuis toujours l'ADN de nos différentes approches pluriprofessionnelles, parce qu'on mélange tous les professionnels dans nos formations. Ça, c'est très important. C'est vraiment déjà intersectoriel depuis le début. Mais c'est vrai aussi qu'on intègre des savoirs qui sont liés évidemment aux professions de base, c'est-à-dire que les gens que nous formons, les professionnels que nous formons ont une profession, c'est-à-dire qu'ils ne commencent pas à faire de la sexologie après le bac, comme ça se fait par exemple au Canada. Chez nous, c'est Pardon. Ah voilà, pardon, je bouge. Oui, j'ai presque terminé. Donc voilà, c'est l'apprentissage de la frustration. Alors ça va très bien avec la santé sexuelle. Donc la dynamique de la relation avec les demandeurs et les usagers, bien sûr, et puis ça va obliger cette intersectorialité à nous décentrer de notre posture. J'insiste beaucoup là-dessus. La question des contre-attitudes des professionnels est fondamentale dans notre formation. Et ce travail, nous, on le fait à partir plutôt d'un modèle groupe Balint, mais c'est absolument fondamental. Alors, bon, je vais peut-être passer sur cette diapo. Ce qui a été fait, je pense que je vous l'ai peut-être un peu dit. Il y a aussi, il faut parler quand même 2 mots de la stratégie nationale de santé sexuelle, qui est aussi une feuille de route. Et puis, ce qui reste à faire, c'est sensibiliser les non-spécialistes à la sexualité humaine. Parce que là, je vous parle de gens qui se forment pour devenir spécialistes, mais il y a aussi le médecin généraliste, l'infirmière, qui n'est pas formé, mais qui a besoin d'être sensibilisé. Une plus grande reconnaissance de la profession, en particulier de sexologue clinicien. C'est une profession qui n'est pas réglementée en France. Elle est seulement cadrée par l'université. C'est déjà beaucoup, mais elle n'est pas réglementée. Et c'est toujours le problème des gens qui s'installent n'importe comment. Donc ça, c'est aussi un combat. Et puis, intégrer de façon systématique les droits humains aux évaluations de santé individuelle et collective. J'ai presque terminé. Les freins, voilà, le frein principal, les idéologies. Je vais être assez, voilà, nous sommes aujourd'hui confrontés
face à la sexualité humaine, aux idéologies, on le sait, l'ignorance aussi, bien sûr, en matière de droits sexuels, et puis les croyances individuelles qui sont souvent aussi bon, des freins. Les leviers, eh bien, la demande exponentielle du public, hein, la demande exponentielle de formation, et puis ensuite les perspectives, eh bien, voilà, on va allier les connaissances, le travail sur, les contre-attitudes, comme je vous l'ai dit, et la sensibilisation aux droits humains. J'ai presque fini. Ah non, j'en avais une dernière. Ah zut! Avec ma phrase, peut-être que c'est elle y était? Alors je peut-être que je vais pas dans le bon sens là. Oui, vas-y. Je retrouve au moins la dernière, oui, parce que j'y tenais beaucoup à cette phrase, mais du coup, je suis passée trop vite. Non, mais la frustration fait faire des choses. Voilà. Alors, je vous ai mis pour terminer une phrase de Victor Hugo. J'ai cherché, hein, parce que pour trouver une Faut phrase que tu parles devant le micro. qui soit suffisamment neutre et forte. Et c'était très compliqué à trouver. Et finalement, j'ai trouvé celle-ci, je trouvais qu'elle était assez juste par rapport à ce que j'avais envie de dire. La liberté commence où l'ignorance finit. Merci beaucoup, Joëlle, en tout cas, pour cette présentation. Moi, ce que je retiens de ta présentation, et c'est un point qu'on n'a pas encore été amené à aborder, mais c'est que la communication, c'est pas seulement en promotion de la santé, c'est pas seulement un moyen, mais c'est aussi une fin.